On nous a promis que plus de liberté, ça voudrait dire plus de bonheur. Et pourtant, pour beaucoup d'entre nous, cette promesse sonne un peu creux aujourd'hui. Dans cette analyse, on va explorer deux perspectives sur ce paradoxe très moderne. On va essayer de comprendre pourquoi, malgré tous les progrès, quelque chose semble s'être déréglé, notamment dans nos relations. Alors, voilà la question qui est vraiment au cœur de toute notre discussion. Comment ça se fait qu'avec plus de choix, plus d'opportunités que jamais dans l'histoire, un sentiment de vide, de mal-être, persiste pour tant de gens? Et attention, ce n'est pas juste une impression ou un sentiment diffus. Non, non. Figurez-vous qu'une étude très sérieuse de 2009, menée par les économistes Stevenson et Wolfers, a mis en lumière cette tendance pour le moins surprenante. Une de nos analyses appelle ça, et le nom est bien trouvé, le paradoxe du déclin du bonheur féminin. C'est donc ça notre point de départ. La grande promesse, c'était que l'émancipation mènerait à l'épanouissement. Mais dans les faits, pour beaucoup, ça a surtout mené à l'anxiété et à l'épuisement. Et voilà comment l'une des sources résume la situation. L'idéal de libération a en quelque sorte été remplacé, voire détourné, par une pression constante à la performance. La vie est devenue une sorte de course sans fin. Alors, concrètement, à quoi elle ressemble, cette culture de la performance? Eh bien, il semble qu'elle se manifeste de manière assez différente, mais finalement parallèle, pour les hommes et les femmes. Ce tableau, il est vraiment parlant. Il montre bien les deux faces de la même pièce. On a un monde qui exige de tout le monde une performance constante, sans la moindre faille, mais les règles du jeu, les scénarios ne sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. C'est une idée assez forte. En gros, la pression a juste changé de forme. On est passé de l'injonction d'être une parfaite maîtresse de maison à celle d'être parfaite en tout. La femme au foyer, enchaînée à ses tâches ménagères, a été remplacée par la cadre sup, enchaînée à son agenda. Pour que ce soit un peu plus concret, la deuxième source donne des exemples de ce qu'elle appelle des micro-tests. Ce sont des situations qui sont vues comme des mécanismes pour évaluer, en quelque sorte, la force et la stabilité d'un homme. Alors, l'argument derrière ça, c'est que ce ne serait pas un jeu conscient ou manipulateur. Non, ce serait un instinct de survie, profondément ancré. Selon cette théorie, la survie des futurs enfants dépendrait de cette capacité à choisir un partenaire solide. Et toute cette culture de la performance, de tests permanents, eh bien ça a une conséquence assez profonde. Ça abîme, ça érode le lien humain authentique. Cette citation, elle est terrible, mais elle capture avec une force incroyable le résultat un peu involontaire de cette quête d'autosuffisance à tout prix. C'est un peu comme si chaque forteresse qu'on construit pour se protéger devenait une prison une fois la guerre terminée. La source va même plus loin. Elle explique que ce qui avait commencé comme une quête d'autonomie et de respect du corps s'est peu à peu transformé en une culture où l'intimité émotionnelle, la vraie, est devenue une option, quelque chose de presque transactionnel. Ce tableau illustre parfaitement ce changement. C'est le langage même des relations qui a été modifié. On est passé de liens profonds basés sur la dévotion et l'affection à des indicateurs de surface où la connexion se mesure en attention, en clic, en swipe. Et le résultat de tout ça, eh bien, c'est que les deux sources décrivent une dynamique où hommes et femmes se retrouvent sur la défensive, sur leur garde, et finalement terriblement seuls à essayer de naviguer dans un monde qui, paradoxalement, récompense la déconnexion. Alors, face à ce constat partagé de déconnexion, que faire? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant, parce que les sources proposent deux chemins pour avancer, et sont vraiment très, très différents. La première voie, c'est un peu un appel à déposer les armes, à s'éloigner de cette armure de la force et de la performance pour aller vers un état plus harmonieux, un état où on est tout simplement connecté aux autres. La deuxième voie est radicalement différente. Elle conseille aux hommes de se réapproprier des rôles qu'on pourrait qualifier de traditionnellement masculins, en partant du principe que c'est ça qui crée la polarité et la stabilité qui manqueraient aux relations d'aujourd'hui. Donc le point qui est vraiment essentiel à comprendre ici, c'est que même si les deux analyses sont d'accord sur le diagnostic, un manque d'harmonie, les solutions qu'elles proposent sont aux antipodes l'une de l'autre dans leur approche des rôles de chacun. Mais au final, au-delà de leurs différences, ces deux récits pointent vers un désir humain universel, un désir qui semble complètement perdu dans notre culture moderne. Cette simple phrase de la première source, elle est d'une tristesse, mais elle résume parfaitement l'ironie tragique de toute cette histoire. On peut tout obtenir, tout conquérir, sauf la paix intérieure. Ce qu'il faut retenir au fond, c'est que ce n'est pas le problème d'un seul genre. C'est une condition culturelle partagée qui nous affecte tous, hommes comme femmes. On est tous un peu à la dérive dans ce système. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. C'est peut-être la plus importante de toutes. Une question qui dépasse les genres, qui dépasse les théories et qui touche finalement à notre quête commune de sens.